Patrick Marsin, P14, avec Christine. Christine Petitjean, Paris 17. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait une conférence, c'est plutôt la présentation d'un sujet important pour l'APO, puisque c'est la spécialisation de couple qui devrait pouvoir réouvrir en septembre 2026, après validation de notre directeur des études, Éric Chan. Avant de commencer, maintenir le lien du couple vivant, j'avais des remerciements à présenter. Tout d'abord, Maude et Jessica, pour nous offrir cet espace unique de l'UP, pour pouvoir nous présenter et présenter ce thème si important. Remerciements à Paul et Joël, qui ont mis au monde, j'ai envie de dire, dans notre école, cette spécialisation, qui a eu quelques années, de belles années, et puis qui s'est éteinte, manque de participants. Remercier également le COPER, qui nous a proposé à Christine et à moi d'être porteurs de ce projet pour, d'une part, le dépoussiérer et surtout l'actualiser dans le vivant sociétal d'aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'il ne verra le jour qu'en septembre 2026, il y a du travail. Voilà pour ce début. Christine, tu as la parole maintenant. Merci Patrick. Donc, nous sommes ici pour vous parler de comment maintenir le lien vivant du couple, ou comment maintenir le lien du couple vivant. That is the question. Le couple traverse en effet actuellement des secousses, et pas uniquement à cause du contexte sociétal, mais aussi parce que c'est devenu un véritable laboratoire du lien. En effet, on ne se met plus ensemble pour survivre ou pour perpétuer une famille, une lignée. Non. Aujourd'hui, on veut vibrer, et si possible, vibrer longtemps. Il y a donc en effet une évolution des mœurs et une multiplicité des modèles, et en parallèle, une augmentation de l'espérance de vie. Donc le lien est à l'épreuve, mais il est aussi appelé à se réinventer. En tant que thérapeute, nous accompagnons ces mutations, mais à condition d'avoir éclairé nous-mêmes nos propres représentations du couple. C'est pourquoi nous avons en effet décidé de continuer la formation de spécialisation de couple, formation effectivement initiée par Paul et Joël il y a quelques années, et nous avons eu envie de la poursuivre en l'adaptant à qui nous sommes et aux représentations, aux transformations d'aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons choisi d'être à deux, c'est-à-dire un couple de formateurs. Et pour maintenir notre lien vivant de formateurs, nous avons aussi décidé de communiquer, de garder notre identité, d'approfondir notre complémentarité, d'introduire du tiers dans notre relation et l'enrichir en faisant appel à d'autres formateurs grâce à leur expérience clinique et leur représentation qu'ils ont du couple, offrir un plus large éventail d'expériences et de connaissances. Pour qu'il y ait couple, il faut qu'il y ait rencontre. Et aujourd'hui, les formes de rencontre évoluent. Elles se passent souvent par les réseaux, les applications, et les choix sont plus conscients puisqu'il faut établir un profil
Et qui dit profil suppose de savoir ce qu'on cherche, ça c'est le plus simple, ce qu'on désire, encore plus simple, et ce qu'on propose, merveilleux. Le couple est un espace de rencontre, de développement personnel et relationnel possible. Il peut nous séparer parce qu'il appuie sur nos failles, nos chagrins d'enfance. Et en même temps, c'est une opportunité pour nous aider à guérir de certaines blessures inconscientes. Je me souviens par exemple d'une femme qui disait « Je me suis sentie enfin femme grâce à son regard, car il m'a donné confiance. » Oui, nos inconscients se choisissent. Alors, il faut se parler, bien sûr. Mais parler n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'une communication vivante? Parler de quoi? De tout, de rien, pour créer de l'intime dans le quotidien, de la complicité, mais aussi faire des bilans réguliers. Qu'est-ce qui va entre nous en ce moment? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui change entre nous? Qu'est-ce qui a besoin d'être soutenu? Tout ça pour sortir de l'implicite, c'est-à-dire parler vrai. Communiquer, c'est s'exprimer, mais c'est aussi écouter. C'est être capable de conscientiser ses désirs, ses besoins, et à partir de là, de les exprimer et de faire une demande à l'autre, et d'accepter que la réponse puisse être non. L'autre n'est pas là pour répondre à 100% de mes besoins, ni combler 100% de mes manques. On le sait, mais c'est pas toujours facile à accepter. Pour entretenir le plaisir d'être ensemble aussi, de rire ensemble, de partager de la légèreté, il est important de se créer une culture commune de couple, des souvenirs, des rituels, et pour cela d'être attentif à l'autre, dans le regard, les gestes, la présence, et surtout de créer un espace de non-jugement où chacun pourra se sentir accueilli tel qu'il est, et comme disait Paul Boyesen, pouvoir aimer et tolérer ce qui est con chez l'autre. C'est un programme. Florentine Dolnoy-Wang dit qu'on peut passer une vie à se déchirer sans faire ce travail pour lequel on s'est rencontré. Continuez de vous disputer, ça vous empêche d'aborder le vrai problème. Oui, la majorité des couples sont coincés au moment de l'épreuve, car ça demande du courage, des efforts, de se remettre en question, de faire face plutôt que de fuir. Et surtout s'engager à ne pas jouir des fragilités et de la vulnérabilité de l'autre. Et d'accepter la déception. L'autre peut me décevoir et je peux décevoir l'autre. C'est justement le moment de s'entraider, d'apprendre à faire des compromis et non de renoncer. Le couple a vraiment une dimension de réparation. Et c'est pour ça qu'on se rend compte, et Paul disait, on pourrait le dire tous ensemble, l'inconscient est... Crise. Crise signifie danger et opportunité. C'est donc l'opportunité d'évoluer ensemble. Elle peut être l'allié du couple et elle oblige à sortir de l'implicite. C'est une occasion de refonder la relation. Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que je t'aime encore? Est-ce que je suis fidèle à mes désirs ou à un modèle hérité? Qu'est-ce que je projette sur toi? Qu'est-ce qui a fait que nous nous sommes mis en couple? Quel était notre mythe fondateur de couple? Quel était notre sentiment d'appartenance en nous mettant en couple? Comment étions-nous reconnus par les autres? Et plein d'autres questions. Aimer. Aimer, en fait, ça ne veut rien dire et tout dire. Je t'aime. J'aime le chocolat. La bonne question n'est pas est-ce qu'on s'aime, mais est-ce que l'autre m'aime comme j'ai envie d'être aimé? Est-ce que j'aime l'autre comme il a envie d'être aimé?
Imagine que tu rencontres une personne qui a vraiment envie de connaître ton histoire de vie, non pas pour te juger, mais pour savoir comment tu as besoin d'être aimé. Et c'est là que la thérapie de couple est un lieu vivant qui bénéficie d'un tiers pour se regarder être, pour défusionner, traverser les intempéries, se réguler et se réinventer. Pour accompagner les couples dans cette pédagogie du lien, cela demande de se former, de réfléchir à notre propre posture de thérapeute, nos propres représentations et repères concernant le couple. Cela nous demande aussi de repérer qu'est-ce qui rend le lien mortifère, qu'est-ce qui peut abîmer le lien. Et très souvent, ce sont des luttes de pouvoir qui sont signes de grosses souffrances vécues au stade d'attachement. La colère doit pouvoir s'exprimer, car si elle est trop refoulée, elle provoque d'autres conséquences. Et la colère est de la même nature que l'amour. Ce sont des expressions de la même force de vie. Mais ça se manifeste bien sûr de façon très différente. Nous sommes joyeux lorsque cette force de vie est libre, et nous sommes en colère lorsqu'elle est bloquée. Mais elle peut aussi générer un sentiment de danger, surtout si l'autre n'a pas le décodeur. Et la thérapie de couple permet justement d'exprimer davantage en sécurité, de réapprendre à entretenir la confiance, à exprimer la colère sans violence. C'est souvent la résurgence des enfants intérieurs blessés qui prennent le dessus à ce moment-là. En fait, je n'ai pas à être plus fort que l'autre, mais plus fort que moi grâce à l'autre. Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente, disait « On a le choix dans notre vie entre être heureux et avoir raison. » Je peux vous dire que c'est affiché sur mon frigo. Dernièrement, je discutais avec un ami psychiatre en couple depuis plus de 30 ans et il me disait « Tu sais, Christine, le couple, c'est une invention incongrue. » Robert Nuberger disait que le couple ne tient pas parce qu'on y croit. Parce qu'on y croit. Et, alors, le couple ne tient que parce qu'on y croit. Pardon. Le couple Je vais le refaire encore une fois, Christine. ne tient que parce qu'on y croit. Et que si le mythe est costaud et que les rituels sont respectés, alors c'est un couple qui est créatif et qui sait résoudre ses problèmes. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a toujours envie de créer un couple ? Finalement, le lien vivant est très lié au désir et que, quand le désir s'émousse, comment remettre en mouvement cette dimension de redevenir curieux de l'autre ? Mais qu'est-ce que le désir ? Le désir, c'est ce qui nous rend vivants, ce qui nous anime, c'est la libido. Et ce n'est pas bien sûr que le désir sexuel. L'absence de désir inquiète, et c'est aussi d'accepter que le désir est fluctuant et qu'il y a une dimension émotionnelle et spirituelle du désir, et pas seulement génitale. Le désir est cyclique, comme la vie. La difficulté dans le couple, c'est quand les deux partenaires sont dans des moments, des énergies différentes par rapport au désir. Et en thérapie, nous soutenons la qualité plus que la quantité de désir. Suis-je désirant, désiré, désirable ? Quel est le corps que j'ai à côté de moi ? Quel est le corps que j'ai moi-même ? Les thérapeutes de couple ont été inventés par les patients il y a environ 30 ans. C'était des conseillers conjugaux ou des conseillers religieux. En tant que thérapeute, cela demande une composante importante de neutralité personnelle pour ne pas projeter nos propres problématiques oedipiennes, une neutralité sociologique également. Alors finalement, comment maintenir le lien vivant du couple ?
Ou comment maintenir le lien du couple vivant? Telle est la question. Avant de redonner la parole, je tenais à remercier particulièrement Christine, qui est à mes côtés. Je pense que c'est important dans un couple de savoir remercier. Elle a mis en mots nos échanges, nos idées, notre partage. Et donc merci Christine pour cette belle musique que nous venons d'interpréter à deux. Merci Jean-Patrick. Donc, comme Patrick vous l'a dit en début, notre cher Eric, en tant que directeur des études, nous sommes en cours de validation du contenu de cette spécialisation. Le public visé, ça sera bien sûr des professionnels de l'accompagnement thérapeutique, c'est-à-dire évidemment des analystes psycho-organiques, peut-être d'autres thérapeutes. Après, évidemment, entretien avec Patrick et moi. On ouvre à 8-10 personnes et on ira jusqu'à 12-14 personnes. Ce qu'on souhaite, c'est que les personnes peuvent ne pas avoir commencé à recevoir des couples, mais s'engagent à en recevoir au cours de la spécialisation. J'anime également cette spécialisation déjà au Liban et c'est ce qui s'est passé. On sent bien, Lina peut en être témoin, que si on démarre la spécialisation et qu'on ne reçoit pas de couple, il arrive un moment, puisque cette formation, nous allons vous la décrire rapidement, il y a entre deux des supervisions. Et donc, c'est intéressant évidemment d'écouter les supervisions des autres sans en recevoir, mais c'est quand même beaucoup mieux d'expérimenter par soi-même. Donc le lieu, ça sera certainement à l'EFAPO et en visio pour les supervisions. L'inscription se fera au secrétariat de l'EFAPO et nous avons prévu un rendu à la fin de cette spécialisation d'une dizaine de pages pour présenter un cas clinique où il y aura également une petite présentation entre nous devant le groupe et ça donnera lieu à une remise de certificat à la fin de la spécialisation. J'avais envie de rajouter quelque chose, Christine. Je t'en prie, Patrick. Je pense que c'est très important. Nous sommes superviseurs, Christine et moi. Nous pratiquons thérapie de couple depuis de nombreuses années et nous avons constaté que, et ça c'est une bonne chose, nombre de thérapeutes reçoivent des couples. Mais nous nous sommes aperçus qu'il manquait un socle à ces thérapies de couple, c'est-à-dire que chacun y va à sa manière. Et je pense qu'il est important de revenir à un socle, à une base EFAPO, et c'est la proposition de cette spécialisation de couple également. Donc, rapidement, le programme qui va nous permettre d'aider le couple à s'adapter, se réinventer, résister aux évolutions du contexte. Donc, dans le premier stage, il y aura une introduction au sens d'installer, comment installe-t-on un dispositif, ce qu'on appelle le dispositif de base, dès le premier entretien, c'est-à-dire le contrat qu'on installe avec eux, le choix on va les faire évidemment parler sur le choix du partenaire, les différentes phases de leur vie de couple, les choix conscients mais aussi inconscients. Et est-ce que je peux t'interrompre, Christine? Ah bon? Bah écoute, vas-y. Est-ce qu'il ne serait pas préférable, compte tenu du temps qui nous reste, d'ouvrir au public? Qu'en pensez-vous? Il vous reste 10 minutes. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu... D'accord, alors allons-y. Ça te va? Merci. Il y a une première question sur le temps de la formation quand même. Ben oui, c'est... Alors, le temps de la formation serait sur 1 an et demi.
entrecoupés, donc il y aurait 6 modules, mais tout ça est en mouvement, entrecoupés de supervision. Et le 6e module serait le rendu écrit et une présentation orale dans ce 6e module. Bonjour, Constance NLP41. Je voulais juste, du coup, si je comprends bien, on peut commencer à recevoir des couples si on souhaite, par exemple, s'inscrire à la formation en septembre 2026 quand on est jeune thérapeute. Alors, idéalement, non, sachant que des fois, ça se fait. Personnellement, moi, j'avais démarré et en même temps, je m'étais inscrite à l'époque à la spécialisation avec Joël et Paul. Mais je me suis vite rendu compte que de ne pas avoir eu... Alors, j'étais supervisée par elle à l'époque, hein, mais de ne pas avoir fait la spécialisation, ça me manquait terriblement, vraiment. Je pense... Donc c'est beaucoup mieux d'attendre de faire la spécialisation, effectivement. Oui, ça revient... Pardon, vas-y, continue. Et ce dont on discutait quand j'ai supervisé au Liban, c'est aussi l'intérêt, et c'est comme ça aussi que j'ai travaillé, j'ai fait également, j'ai reçu des couples avec Mehdi, Bougataya à l'époque. C'est aussi très intéressant de recevoir des couples à deux thérapeutes. Bon, je voudrais intervenir sur la question, est-ce que vous pouvez recevoir des couples sans formation? C'est non. Voilà, c'est clair, c'est non. La pratique de la thérapie de couple est une pratique spécifique. Si vous n'avez pas des éléments méthodologiques pour accompagner des couples, vous allez faire des choses qui ne vont pas être du tout thérapeutiques et ce n'est pas éthique. Donc, si vous vous êtes intéressé par la psychothérapie de couple, faites la spécialisation, vous acquérez rapidement des éléments méthodologiques pour commencer à mettre en place une pratique et vous serez supervisé dans le cadre de cette spécialisation. Bon, voilà. Merci beaucoup, Eric. Bonjour, Didier Rondel, Paris 33. Vous m'entendez? Oui. Donc je voulais vous remercier pour votre douceur aussi, pour c'était très agréable de vous entendre. Et j'avais envie de faire une petite boutade. Est-ce que vous allez traiter du couple monoparental dans votre formation? C'est intéressant comme question. Merci. Je vous en prie. Vous pouvez juste nous dire ce que ça représente pour vous? Pour moi, je suis thérapeute de couple, donc j'en reçois 5 ou 6 tous les mois. Je vous remercie pour votre question parce que je ne me suis pas posé la question, j'avais juste envie de faire une blague. En revanche, je reçois aussi en individuel des personnes qui viennent parce qu'elles ont un problème dans leur couple et que du coup, la relation à l'autre se pose dans cette question de comment je suis moi avec l'autre. Et donc j'ai souvent des patients qui soit posent cette question-là, soit viennent me consulter en disant je ne sais pas si je fais une thérapie individuelle ou une thérapie de couple. Ils font leur choix en couple et des fois ça débouche sur une thérapie de couple ou des fois ça débouche sur une thérapie individuelle. Voilà. Après, si je voudrais parler un peu plus de mon inconscient, j'en parlerai à mon thérapeute. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Delphine de la Gaspera, P22, présidente de PSYAPO. Alors, c'est très complexe. Les thérapies de couple, j'en reçois aussi beaucoup des couples. C'est à la fois difficile et merveilleux. Et en fait, j'ai entendu dans 2 questions que vous avez posées, est-ce que j'aime l'autre comme il aimerait qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime comme j'aimerais qu'il m'aime? C'est exactement ça. Alors, c'est là qu'on peut s'en mêler, et puis le pinceau. Et aussi, le risque, c'est de tomber dans une impasse.
parce que, bien sûr, on va attendre de l'autre qu'il nous aime de façon infantile, comme nos parents ou comme les parents qu'on aurait aimé qu'ils soient. Et donc, il y a besoin de faire un travail justement sur ces attentes et sur comment s'offrir cet amour qu'on n'a pas eu de ses parents. Et donc, j'aurais envie de vous proposer 2 autres questions qui seraient plutôt est-ce que je résiste à cette pression, à cette attente que l'autre a, que je devienne un peu son parent ou ses parents? Et est-ce que je résiste en restant moi-même et en continuant d'offrir ma façon unique d'aimer l'autre? Et est-ce que j'autorise l'autre, est-ce que je lui laisse l'espace de m'aimer tel qu'il est, avec sa façon d'aimer unique? Et là, ça ouvre un espace merveilleux. Merci beaucoup, Delphine. Merci, Delphine. Mais toutes ces questions prouvent le besoin d'avoir un cercle solide. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Bonjour, Fabienne, T39. Fabienne. Oui, on t'entend, Fabienne. Moi, j'ai une question qui rebondit sur la question d'avant, qui est de dire est-ce qu'un couple, c'est forcément un couple conjugal? Parce que quand vous parlez de couple, est-ce que ça peut être le couple d'un parent avec un enfant? Est-ce que ça peut être... Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est pas la même... Là, on s'est centré sur le couple conjugal, en effet. Alors évidemment, ça peut aussi se parler en tant que parent. Les couples qu'on reçoit sont aussi souvent des parents. Mais en l'occurrence, ce que tu décris, c'est encore autre chose. Bien sûr, ça m'arrive de recevoir un parent avec un enfant, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Là, ce qu'on développe, et ce que tu décris dans ta question, c'est beaucoup plus la spécialisation d'Éric. Oui, mais je pensais aussi, par exemple, à un couple de 2 sœurs ou oui. d'autres combinaisons qui seraient pas qui sont des couples. Là, c'est le couple amoureux, en effet, dont nous parlons. Merci. En effet, merci. Bonjour. Dernière question, donc j'entends à côté, Solène. Solène, P36. Dans le déroulé de la formation, du coup, tu n'as pas eu le temps de l'ouvrir. Est-ce que vous abordez donc, les spécificités actuelles de... alors moi, je ne reçois pas de couple, mais je reçois beaucoup en individuel, de plus en plus des personnes qui, dans leur couple, sont chahutées par les ouvertures de couple, polyamour, union libre, bien sûr. Toutes ces questions-là qui ne sont pas forcément faciles. Oui. Vous avez prévu d'adapter, c'est ça que tu disais dans la... Absolument. C'est pour ça qu'on évoquait cette idée, alors Patrick disait dépoussiérer, mais c'est vraiment aussi de s'adapter à ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on reçoit dans nos cabinets, évidemment, ces demandes-là. Et moi, je pensais aussi aux différentes grandes étapes de crise potentielle des couples. Tout à fait. Donc, dans le faire famille, dans l'arrivée des enfants, dans tout ce qui est les clashes, c'est ça que vous abordez. Tout à fait. Complètement. Super, merci. Merci à vous.